Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Bah, on est certainement ici un certain nombre à avoir assez mal vécu l'après-Barkhane. Tout ça pour ça. Bon. Vous savez, là aussi, je parlais tout à l'heure de temps long. Il se trouve que, pour prendre ce pays-là, mais je pourrais parler également du Burkina, le Mali est le pays d'Afrique que, entre guillemets, je connais le mieux, ou le moins mal. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire n'est pas terminée, que des contacts existent toujours, que attendons la suite. Hein. Cela dit, si on peut éviter ce genre de situation, c'est mieux. On a contribué à ce que ces pays soient toujours des pays. Ça, si vous voulez, alors, ça, c'est pas un échec. Alors, même si ce sont des pays qui, aujourd'hui, se cherchent. Et puis, il y a le Niger. Alors là, je voudrais dire deux choses, d'ailleurs, qui sont, sur le Mali et le Niger, qui sont pour moi un peu des facteurs d'espérance. Vous savez, on est dans le monde de l'immédiateté. Et souvent, et j'imagine c'est le cas avec les gens avec lesquels on en parle, on se dit, voilà, pauvre pays, mais bon, c'est l'Afrique. De toute façon, ça ne pouvait que mal se passer. Ouais, mais moi, je me souviens de la venue du président Bazoum, je crois que c'était en novembre 2022 à Paris, où il y a eu une levée de fonds pour le développement du pays, qui avait toute une série d'indicateurs économiques positifs de 31 milliards d'euros, je cite le chiffre de mémoire. C'était il n'y a pas si longtemps. Ils ont un fantasme comme ça dans leur tête d'une Afrique qui n'existe que dans leur tête, jusqu'à aller parler de l'espoir de retrouver l'Afrique comme c'était avant. Avant quoi? Et pour tout le monde, évidemment, l'Afrique est considérée comme une opportunité. Visiblement, l'Afrique est l'avenir de tout le monde, sauf des Africains. J'en ai un peu marre qu'on parle de l'Afrique et de ses opportunités en ignorant complètement les Africains et les populations qui y vivent. Mais c'est quand même nous qui vivons sur cette terre convoitée par tous. J'en ai marre qu'on parle de l'Afrique comme un futur paradis pour tous, mais un enfer quotidien pour les Africains. Mais j'en ai marre. Depuis le début des luttes de souveraineté des pays de l'AES, Mali, Niger et Burkina Faso, je compte déjà une dizaine de réunions de l'Assemblée nationale française au sujet de l'Afrique, précisément sur comment revenir en Afrique et reprendre le contrôle des territoires qu'ils estiment avoir perdus, parce qu'ils estimaient que de base, c'était des territoires qui étaient à eux. Donc, ce que nous allons analyser ici aujourd'hui entre exactement dans la même ligne que le reste. Nous avons l'audition de Jean-Marie Bockel, un envoyé personnel du président français Emmanuel Macron en Afrique. Alors, comment est-ce que je vais vous présenter ce Jean-Marie Bockel ? C'est une sorte d'administrateur colonial, voilà, qui se pavane comme ça un peu de partout en Afrique à nos frais. Une sorte de chef d'entreprise qui descend au stock, quoi, avec pour objectif de vérifier les inventaires ou encore de faire le bilan de la situation. C'est exactement ça. Ah oui, il est de gauche. Faites absolument ce que vous voulez de cette information. Voilà, je pense que cette précision rend mon message assez clair. Jean-Marie Bockel, c'est aussi celui qui a écrit en 2013 un rapport, ce rapport que vous voyez à l'écran intitulé « L'Afrique, notre avenir ». Et dans ce rapport, il listait 70 mesures pour relancer les relations de la France avec les pays africains. Si je vous traduis maintenant ce titre, ça donnerait 70 mesures pour continuer de pouvoir piller allègrement les ressources des pays africains sans scrupules. Voilà, ça c'est avec la version sans filtre. En 2024, Bockel a donc été à nouveau mandaté pour faire un rapport de 24 mesures sur comment rattraper les échecs français de ces dernières années et comment à nouveau remettre les pays africains sous tutelle coloniale. Notre audition aujourd'hui porte sur la question de nos partenariats militaires avec le continent africain. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Jean-Marie Bockel, ancien secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants, ancien secrétaire d'État à la coopération et à la francophonie et actuellement envoyé personnel du président de la République en Afrique. Après les coups d'État successifs au Mali, au Burkina Faso et au Niger, nous avons assisté à une montée des critiques sur l'influence française en Afrique, le plus souvent attisée par certains de nos compétiteurs stratégiques, à commencer
par la Russie. Bien sûr, ça ne pouvait pas manquer. Tout est de la faute de la Russie. Parce que dans votre mentalité abjecte, dans leur mentalité abjecte, il est impossible que les Africains aient compris l'évidence selon laquelle la France est un danger permanent pour eux et la France n'a jamais prôné les intérêts de l'Afrique. Voilà. On est incapable de le comprendre. Vous pourrez donc nous éclairer sur l'importance qu'il convient d'accorder à la réalité de ce phénomène, les perceptions et la réalité. La France a entrepris une mise à plat de notre présence militaire dans la zone sahélienne. Cette organisation passe notamment par une évolution des missions. Dans ce contexte, Monsieur Bockel, vous avez été chargé par le Président de la République d'étudier les modalités de réorganisation de la présence militaire française en Afrique. Vous avez déjà présenté votre travail au Président de la République et votre présence ce matin doit nous aider à mieux comprendre les enjeux de cette réorganisation. Nous constatons tous que nous sommes arrivés au bout d'un modèle. Compte tenu de votre longue expérience sur ces questions, nous serions très intéressés de connaître la façon dont vous envisagez le futur de nos rapports politiques, économiques et militaires avec les États africains. Nous serons aussi heureux d'entendre les premiers enseignements que vous tirez de votre mission pour le Président de la République et de vos déplacements récents sur le continent africain. Ainsi, Monsieur le ministre, cher Jean-Marie, quelle suite envisagez-vous à votre rapport ? Bockel va commencer par définir le cadre de sa mission et les pays concernés par sa mission. Et ces pays-là, c'est assez facile à reconnaître. Ce sont les pays, en gros, qui ont encore les militaires français sur leur territoire. Et chose intéressante, Djibouti n'est pas concerné. Oui, Djibouti n'est absolument pas concerné. C'est vrai que le rapport, je vais vous en dire un mot, c'est aussi un écrit, mais c'est aussi un travail qui se poursuit. Et au fur et à mesure des contacts avec les différents pays, on est en fait dans un continuum entre un processus d'évolution, de réduction de l'empreinte militaire permanente dans les pays concernés, et qui se poursuit, voire qui s'accélère. Je vais revenir là-dessus. Je veux d'abord vous dire un mot sur le périmètre de la mission, puisqu'il ne s'agit pas, et c'est vrai que moi-même, et c'est normal, par facilité de langage, on emploie cette expression d'envoyer pour l'Afrique. En fait, la mission porte très clairement, c'est ma lettre de mission de février dernier, sur les 4 pays hors Djibouti, qui est une situation spécifiques dans lesquels nous avons encore une présence militaire française permanente, des bases, que sont la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Sénégal et le Gabon. Et donc la mission, elle porte là-dessus, hein, même si naturellement, ça m'a amené, avec la petite équipe qui m'entoure, à m'intéresser aussi, évidemment, à la relation en matière de sécurité et de défense avec un certain nombre de pays de la région. Je me suis d'ailleurs également rendu à Addis Abeba pour rencontrer les responsables de l'Union africaine. Alors, nous avons dans la liste le Sénégal, qui représente l'influence idéologique et culturelle de la France en Afrique. Un de ces puissants piliers de la colonisation. Vous savez, pour vous coloniser, on doit d'abord vous tuer mentalement et moralement. Ensuite, après le Sénégal, nous avons la Côte d'Ivoire, qui est la représentante économique de la France en Afrique, là où sont stockées ses entreprises en gros. C'est le second pilier de la France en Afrique, le second pilier le plus puissant du moins. Et après ça, nous avons le Tchad et le Gabon qui occupent des positions stratégiques essentielles pour l'influence française en Afrique, tant sur le plan géopolitique que militaire et économique. Le Tchad, on va partir un par un. Le Tchad, c'est le pilier militaire de la France. Et oui, le Tchad, c'est littéralement le carrefour entre le Sahel et l'Afrique centrale. Le Tchad a pour frontière quel pays? La Libye, le Soudan, le Niger, le Nigeria et la République centrafricaine, sans oublier le Cameroun. C'est la position géographique du Tchad là, qui rend crucial le pays pour pouvoir faire des opérations militaires dans le Sahel. Et aussi pour pouvoir faire des opérations militaires contre tous ceux que la France juge comme étant leurs ennemis. Tout simplement. Je ne parle absolument pas des terroristes ici. Pas du tout. Vous avez compris ce que je veux dire. Quant au Gabon maintenant, vous allez me demander, mais pourquoi le Gabon? Après tout,
Elle a déjà son volet idéologique, son volet économique, son volet sécuritaire ou militaire. Pourquoi le Gabon? Simplement pour assurer ses arrières en ce qui concerne les matières premières et les ressources premières. Le Gabon est riche en pétrole, en manganèse, ce qui en fait une source d'approvisionnement stratégique pour la France. Total Énergie, par exemple, et d'autres très grosses entreprises françaises, ils sont fortement implantés, c'est leur fief. Le Gabon est le fournisseur par excellence des matières premières à la France. Je dis bien le fournisseur par excellence. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est car ce pays, c'est bien pensé. Il y a des raisons derrière. Je n'oublie pas l'Union africaine qu'il est allé voir, cette organisation qui est censée œuvrer pour l'Afrique, mais qui est entièrement financée par des puissances étrangères. C'est aberrant, mais oui. Les États-Unis, les 27 pays de l'Union européenne, la Chine, le Japon, l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Inde, la Norvège, l'Allemagne et le Qatar. Voilà les pays qui financent l'Union africaine. Bon, moi maintenant, je vous demande, c'est la question que je me pose et je vous la pose aussi. En quoi est-ce que cette organisation africaine? Parce que ce sont des Noirs qui siègent là-bas dedans? Ou parce qu'on a dit Union africaine? En quoi cette organisation africaine? Vraiment, si vous avez la réponse, j'attends un commentaire. Quand ce type dit qu'il a discuté avec l'Union africaine, c'est comme si on dit que le patron a discuté avec l'employé, ce qui est insensé. On va dire que oui, le patron a discuté avec l'employé et ils ont pris une décision ensemble sur le fonctionnement de l'entreprise. On est d'accord que ça ne se fait pas, n'est-ce pas? C'était une conversation à sens unique, des recommandations, voire même des ordres. Ils disent recommandations pour être lisse. On appelle ça le politiquement correct. Voilà. Maintenant, c'est important de savoir pourquoi est-ce que Djibouti n'est pas concerné par la mission de Bokel. C'est simplement parce que les bases militaires de Djibouti servent l'influence française en Asie, pas en Afrique. Ces bases ne sont pas dirigées vers l'Afrique, bien que cela n'exclut pas qu'elles puissent être à un moment donné utilisées pour pouvoir servir les intérêts de la France en Afrique. Mais ces bases françaises à Djibouti servent surtout le Moyen-Orient, servent surtout à la France à pouvoir intervenir en Asie, à pouvoir surveiller le Moyen-Orient. Pour ceux qui ne savent pas, pour comprendre clairement ce que je suis en train d'expliquer, voici Djibouti. C'est à 2 cm du Yémen. Maintenant, dans le cadre de sa mission, Bokel devait juste s'occuper de l'Afrique. C'est pourquoi il dit qu'il ne gère pas Djibouti, n'a pas géré Djibouti. C'est une autre personne qui s'en occupe. Nous avons préparé un pré-rapport pour un Conseil de défense Afrique qui s'est tenu le 23 octobre dernier. Donc tous les parties prenantes, bien sûr le président, le Premier ministre, mais également tous les parties prenantes, ministres, chefs d'état-major, etc., de ce Conseil de défense ont bien sûr été destinateurs de ce travail. Je sais d'ailleurs que le travail, à la fois le rapport et la démarche engagée, ont été, disons, bien appréciés lors de ce Conseil de défense, d'où d'ailleurs une nouvelle lettre de mission que j'ai reçue hier, pour la suite et la fin de la mission. D'ici la fin de l'année, nous aurons une remise du rapport définitif, en tout cas en ce qui nous concerne, entre maintenant et janvier prochain. Et cette fin de mission sera axée également sur l'explication et, dans la mesure du possible, l'association de nos partenaires européens à cette démarche, évidemment, qui les concerne, qui les intéresse et que parfois d'ailleurs ils critiquent. Hein. Je ne parle pas de mon rapport, je parle de notre présence et de nos bases permanentes dans un certain nombre de pays européens. Déjà, vous devez savoir que cette audition que nous écoutons a été publiée le 10 novembre 2024. Ce qui veut dire que c'est extrêmement récent. Et ça entre dans leur agenda et leur mise à jour d'agenda. Si ça a été publié le 10, ça veut dire que l'audition s'est déroulée le 8 ou le 9 novembre 2024. Voilà. On doit réaliser à quel point les gars se mettent au travail, un travail acharné et continuent de travailler dans l'urgence pour être nuisibles. Et comme vous l'avez entendu, dans la poursuite de leur nuisance, ils veulent impliquer l'intégralité des autres pays de l'Europe. Ils ont besoin d'autres pays de l'Europe. C'est nécessaire. Ils veulent donc convaincre l'Union européenne de les suivre. Et il lâche un sourire un peu gêné et déçu quand il dit que la présence militaire de la France en Afrique est aussi critiquée par leurs partenaires européens. Voilà, il est un peu agacé par ça. Et il faut que ça change, que cet agacement-là change, que cette critique change. Parce que sans le soutien des autres pays occidentaux, la France ne peut clairement pas s'en sortir en Afrique.
Impossible. Ce n'est pas la première fois dans leur sortie qu'ils expliquent qu'il y a une nécessité pour eux d'impliquer l'ensemble de l'Europe dans leur conquête coloniale de l'Afrique. Et d'ailleurs, même dans l'histoire, ce n'est pas la première fois. Juste après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils avaient besoin des ressources africaines pour pouvoir relancer leur pays, ils ont impliqué toute l'Europe, même l'Allemagne, avec qui ils venaient de faire la guerre. Ils se sont dit, les gars, on a fait la guerre. Mais là, vraiment, on ne va pas s'en sortir. Donc, allions-nous pour aller récupérer les ressources là-bas. Et ces dernières semaines, ces derniers mois, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'ils parlent de l'Afrique, de leur conquête coloniale en Afrique, systématiquement, ils mettent les autres pays. Que ce soit le général qui avait dit qu'il faudra recoloniser l'Afrique, tout le monde, à chaque systématiquement. Et dans d'autres réunions qu'ils ont récemment fait également, ils parlent toujours d'inclure l'Europe. La nécessité pour eux de convaincre les autres pays européens de les soutenir dans leur quête coloniale de l'Afrique. Ce qui a été construit dans l'OTAN, c'est-à-dire des normes, des procédures communes, des façons de travailler ensemble communes, sert déjà à des Européens qui pourraient devoir travailler sans l'OTAN. La question, en réalité, elle est essentiellement de la volonté politique des États membres de l'Union européenne. Cette entre-guerre dont on parle, qui a été le mien, et en particulier à la fin de ma carrière, quand j'étais chef d'état-major des armées, nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs européens. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Pourquoi est-ce qu'ils pensent que les autres pays européens vont les suivre? Parce que, vu qu'ils partagent la même volonté civilisationnelle de prédation, ils se disent que voilà, ça va les fédérer, qu'au moins ça va les fédérer. Sauf que c'est la France qui profite en grande partie du pillage de l'Afrique actuellement. Les autres pays européens veulent aussi avoir le contrôle sur les ressources africaines. Pour ceux qui voulaient m'attendre au tournant là, loin de moi de dire que les autres pays européens veulent l'indépendance de l'Afrique. Non. Ce serait profondément stupide, voire même très malhonnête de ma part d'affirmer un truc pareil. Et c'est stupide pour qui que ce soit de croire à une telle bêtise, à un tel mensonge. En revanche, ce qu'on doit comprendre, c'est que les autres pays européens ne veulent plus forcément passer par la France pour pouvoir profiter des ressources africaines. Donc, chacun se met en compétition pour avoir la place privilégiée que la France occupe. Et les politiciens français veulent convaincre donc les politiciens des autres pays de les laisser la gestion, de continuer de les laisser la gestion en échange de quelques avantages par-ci par-là. Visiblement, ils ont du mal à convaincre leurs collègues impérialistes parce que les autres pays serrent quand même les dents. Et comme actuellement la France est faible et fragile, elle s'inquiète beaucoup de savoir comment est-ce qu'elle va s'en sortir sans ses amis. D'où cette préoccupation constante de la position des autres pays de l'Europe sur les actions françaises en Afrique. Vraiment, ça revient à chaque fois. Écoutez leur débat de ces derniers mois, c'est systématique. Nous sommes également, et nous faisons également ce travail dans un contexte de compétition stratégique avec un certain nombre de puissances, parfois partenaires et amis, parfois également de compétition, compétiteurs, y compris agressifs. Hein. Tout ça, vous le savez, avec sa conséquence qui est une guerre informationnelle, avec sa part évidemment de manipulation, d'attaques informationnelles et évidemment la présence militaire visible, hein, l'empreinte évidemment constitue une cible évidemment de choix. L'Afrique, c'est un certain nombre de risques, mais c'est aussi des opportunités. Hein, c'est aussi, j'avais fait lorsque j'étais sénateur avec mon collègue Jeannie Lorjou à l'époque en 2013, nous avions fait dans la commission au Sénat des Affaires étrangères et de la Défense un rapport que nous avions intitulé L'Afrique et notre avenir. Hein, ça montre l'état d'esprit dans lequel nous étions et ce rapport avait eu quelques échos à l'époque. Je vous dis ça pour vous dire combien
mon regard, y compris personnel, est d'abord un regard positif sur les opportunités, pas seulement économiques, que constitue la relation que nous devons établir et qui doit forcément changer avec cette Afrique en devenir. Et quand je parle de l'Afrique, je pense aussi à la jeunesse africaine. Permettez-moi de douter, vraiment, au-delà de ce qu'il va dire, que quand ce type pense à la jeunesse africaine, ce soit en des termes sains ou en une image saine, vraiment, permettez-moi de douter. Vous savez très bien ce que je veux dire, ne me forcez pas à prononcer ça ici. Donc, passons. La question, évidemment, c'est d'emblée de voir comment, y compris sur la dimension sécuritaire, mieux travailler ensemble et être mieux en capacité de répondre à un certain nombre d'attentes, y compris dans un point essentiel qui est, pour ces pays, de renforcer leur capacité souveraine. Il faut savoir qu'un certain nombre de pays africains, pas seulement les 4 qui sont dans le périmètre de la mission, ont pour toute une série de raisons, c'était vrai aussi pour les pays où nous étions présents dans le cadre de Barkhane et dont nous sommes partis dans les conditions que vous savez, avaient été amenés, comment dirais-je, à déconstruire leur capacité de défense souveraine. Pour toute une série de raisons sur lesquelles on peut revenir si vous le souhaitez. Non, comment? On n'y revient pas. On en parle maintenant. Tu ne peux pas nous lâcher une information aussi grave et penser que ce sera une anecdote sur laquelle on va passer. Non, on en parle maintenant. Ce qu'il vient de dire est extrêmement grave. C'est extrêmement violent. Il explique que les pays africains où il y avait les militaires français ont détruit, probablement sous instruction de la France, leur propre capacité de défense. Donc les pays africains ont détruit leur capacité de défense. Je répète, les pays africains où il y avait des militaires français ont démantelé, détruit leur propre capacité à se protéger et ont intégralement confié leur protection à la France. Je vous laisse un instant pour encaisser l'information. Ces pays avaient détruit leur capacité de défense souveraine. Ce ne sont plus les militaires de ces pays qui décidaient pour la défense de leur propre pays. Le propre pays que vous avez juré de protéger, ce n'était plus eux qui décidaient de comment ça se passe. Comment vous dire à quel point c'est grave, sans entrer dans le sensationnalisme? Comment vous dire à quel point c'est grave? Lorsqu'un pays renonce à ses capacités de défense souveraine et dépend d'un autre, particulièrement dans notre cas-ci, d'un ancien colonisateur avec des tendances néocoloniales, c'est une catastrophe. On comprend pourquoi est-ce que ça a été une catastrophe. Déjà, le plus évident, c'est la perte de souveraineté et de contrôle. Je pense que ça, c'est clair dans l'esprit de tout le monde. Le pays devient dépendant des décisions militaires, politiques et diplomatiques de la puissance étrangère pour sa propre sécurité, ce qui tue immédiatement son indépendance. Élimination directe, brutale. Cela signifie qu'il ne peut plus décider seul de sa politique de défense ou de ses engagements sécuritaires sans l'accord, l'approbation ou l'aval de l'État français. L'État français pouvait et est intervenu d'innombrables fois dans les affaires intérieures du pays pour pouvoir garantir la sécurité de ses propres intérêts, ce qui a forcément détruit les décisions de politique intérieure et de gouvernance. C'est la mort de la gestion des affaires nationales. C'était la mort, le décès immédiat de la gestion des affaires nationales. Après la perte de souveraineté, nous avons l'affaiblissement de l'identité et de la cohésion nationale. Ça va jusque-là. La dépendance excessive affaiblit le sentiment d'identité et de fierté des nations. Le pays est maintenant perçu comme étant incapable de sa propre sécurité. Ce qui provoque un sentiment automatiquement d'infériorité des citoyens et même des militaires. Donc, ça affaiblit le patriotisme, ça tue le patriotisme. Dans cette dynamique-là, dans cette même mouvance, je vois même un autre problème. Les populations qui se divisent entre celles qui soutiennent cette dépendance pour pouvoir garantir la stabilité de façade et l'autre partie de la population qui perçoivent cela comme étant la prolongation de la domination coloniale. Maintenant, ça va commencer à créer les guerres. Ça va commencer même à créer des problèmes civils, des problèmes ethniques. Et c'est même d'ailleurs ce qu'on a aujourd'hui au Burkina Faso, par exemple. On a des gens qui demandent de revenir à la situation d'avant parce qu'ils étaient tranquilles comme ça. Eux, ça allait, ils avaient leur argent, ils étaient tranquilles. Et ceux qui subissaient 1001 tortures, 1001 humiliations, 1001 violences, voilà, qui veulent voir réellement le changement,
les gars n'avaient rien à foutre d'eux. Et donc actuellement, il y a les têtes qui sont en train de se cogner comme ça parce qu'il y a des gens qui veulent défendre leurs intérêts et d'autres qui veulent défendre les intérêts de tout le monde. La dépendance entraîne inévitablement la vulnérabilité économique et sécuritaire. C'est automatique. En l'absence d'une défense souveraine, les industries militaires, technologiques et de sécurité qui peuvent générer des emplois même d'ailleurs et des compétences techniques restent sous-développées ou complètement morts même. Complètement effacées, ça n'existe même pas. Donc ça empêche également de facto le développement du secteur stratégique comme la cybersécurité, l'intelligence artificielle ou encore la fabrication d'armements local. Même l'assemblage d'armements local s'élimine. Les opérations de défense et de sécurité gérées par la puissance étrangère néocoloniale sont par la même occasion toujours déployées en fonction des intérêts du pays en question, en l'occurrence ici la France. Ce qui rend les pays qui ont démantelé leur sécurité vulnérables si les intérêts de l'État impérial, si les intérêts de la France ici changent, ou encore simplement en cas de conflit d'intérêts tout court. Dans le jour où ils ne veulent pas, ils partent ou ils détruisent le pays même avant de partir. Et ce que cette information de Bockel révèle, c'est que c'était maintenant la France qui gérait et exploitait les relations et imposait des accords économiques et commerciaux et diplomatiques même qui étaient avantageuses pour la France et qui étaient toujours désavantageuses pour les pays africains qui dépendaient et qui étaient ainsi une perpétuation du néocolonialisme. C'est-à-dire, cet ancien colonisateur dont on fait référence dans notre cas présent utilise cette relation pour pouvoir accéder à des ressources naturelles du pays et s'assurer d'un monopole sur les marchés, sur ses propres marchés. Les entreprises françaises ont des privilèges économiques au détriment des entreprises locales. Les salariés français ont des privilèges au détriment des salariés locaux. La destruction des infrastructures militaires nationales signifie aussi moins de formation pour les jeunes qui auraient pu s'engager dans les forces armées nationales, limitant la capacité de construire des forces de sécurité locales solides et indépendantes. Vous voyez jusqu'où ça va quand je dis que c'est grave. C'est plus que grave. Les pays qui dépendent de la protection d'un autre État n'ont aucune influence diplomatique, car leurs positions internationales sont perçues et sont alignées forcément avec leur geôlier. Je ne saurais même pas trouver un autre mot. C'est un geôlier. Sans parler du fait que le pays est forcément plus susceptible d'être entraîné de gré ou de force dans des conflits régionaux ou internationaux en raison des intérêts de son maître à penser sans avoir la capacité de s'y soustraire, d'y échapper ou d'agir dans son propre intérêt. Et on a vu ça par exemple, comment s'est comportée la CEDEAO après l'acte patriotique du CNSP au Niger au milieu de 2023. Je dis que c'est extrêmement grave comme révélation. Ce n'est pas à prendre à la légère. Et regardez comment avec cette révélation, on comprend tout ce qui s'est passé les 20 dernières années, voire même les 60 dernières années, si on tire plus large. Et c'était un peu ça, toute la question. Et dans le rapport, parce que quand même rapport il y a, on fait 24 propositions, pour y revenir. Le tiers de ces propositions sont des recommandations sur les questions militaires. Et en réponse donc aux préoccupations exprimées, avec le respect des traités de coopération de défense, avec évidemment des partenariats militaires qui sont à rebâtir, avec évidemment le souci de part et d'autre d'une moindre visibilité, donc une évolution, d'une réduction très claire du format, qui avait d'ailleurs déjà commencé, mais les 2 tiers de ces propositions concerne le champ multidimensionnel que j'évoquais tout à l'heure à 360. Et donc, c'est le rappel que ces partenariats s'inscrivent dans une coopération, dans un partenariat beaucoup plus large. Et je pense que c'est aussi ainsi que les pays partenaires attendent l'évolution de notre coopération. Les gars, ils me font rire. C'est-à-dire, ils sont dans un jeu où ils se réunissent entre eux, sans aucun représentant des pays avec qui ils prétendent faire des collaborations. Je dis bien aucun. Personne. Il n'y a aucun noir même dans la salle. Ils sont entre eux, entre députés français, qui n'ont peut-être même jamais quitté leur ville natale. Et ils se réunissent comme ça, dans un fantasme complètement opaque, pour pouvoir se convaincre que l'Afrique veut d'eux. Tout au long de cette audition, il y a comme ça des tentatives permanentes de se convaincre que l'Afrique a besoin d'eux. Or, ce sont eux qui ont besoin de l'Afrique. L'Afrique n'a jamais eu besoin de nulle part, à aucun niveau.
Et au point où il fantasme une Afrique qui n'a même jamais existé. Et quand vous l'écoutez, il fait uniquement référence aux dirigeants africains, jamais choisis par les peuples, c'est important aussi à noter, et qui ne travaillent pas pour les peuples africains. Il ne fait jamais référence au peuple qui a une opinion assez claire de la France. Parce qu'il sait, comme je dis, leur jeu est de se convaincre entre eux que nous voulons d'eux. Voilà, c'est le but de toutes leurs réunions là. Pendant que j'étais en train de parler, j'ai pensé à un truc. Ça a brillé comme ça dans ma tête. Désolé de la digression. La femme et le fils d'Ali Bongo sont vraiment en prison. Je dis parce qu'on peut très bien nous sortir un sketch comme quoi Bongo demande leur libération pour que le public confirme leur présence là-bas. On fait un peu de tapage derrière, mais en fait, les gars sont sortis depuis et ils sont cachés hors du pays. Voilà, ça me pop comme ça dans la tête. En tout cas, c'était juste une pensée sporadique, n'y prêtez pas attention, ok? On continue. Lorsque ce Marie Bockel nous parle de la diminution visible des soldats français en Afrique, vous devez comprendre que c'est strictement ce qu'il décrit. Ne faites aucune interprétation. Ce qu'il dit, c'est ce qui est. Vous voyez? C'est-à-dire que les militaires français ne vont pas rentrer chez eux en France. Non. Ils vont juste se faire passer pour des civils tout en restant dans le pays africain en question. Par exemple, si au Sénégal, c'est un exemple, si au Sénégal, il y a 600 militaires, 200 vont garder leurs uniformes et 400 vont être cachés comme ça dans la nature en civil. On va les faire passer pour des travailleurs dans des entreprises françaises au Sénégal. Et quand on aura besoin d'eux, on va les appeler, on va les équiper. Et voilà, ils iront sur le terrain parce qu'ils sont toujours entraînés. Est-ce que vous comprenez la stratégie? C'est donc ça qu'ils appellent diminution visible. Donc ce qu'on voit de la présence militaire française en Afrique. Diminution visible. Le but, c'est de rendre moins visible, juste moins visible. Parce que si c'était une diminution, ils allaient dire diminution de la présence française en Afrique. Là, ils ont dit diminution visible. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est ce qui est. Pas d'interprétation, pas de jeu de mots. C'est exactement ça. Ne nous leurrons pas. Bah, on est certainement ici un certain nombre à avoir assez mal vécu l'après-Barkhane, avec des sentiments divers. Et moi-même, j'ai aussi eu des sentiments, comment dirais-je, divers. Tout ça pour ça. Bon. Vous savez, là aussi, je parlais tout à l'heure de temps long. Il se trouve que, pour prendre ce pays-là, mais je pourrais parler également du Burkina, le Mali est le pays d'Afrique que, entre guillemets, je connais le mieux, ou le moins mal, et depuis très longtemps. Je l'ai sillonné comme maire de Mulhouse, avec des partenariats qui ont porté des fruits. Encore aujourd'hui, je garde des contacts avec mes amis de la région de Mopti, de Sofara, commune rurale, où nous avons essayé d'initier ensemble, et loin des idées reçues, on creuse un puits, on se donne bonne conscience, etc. Mais on a porté des projets, hein, y compris avec les communautés villageoises, les femmes, hein, qui souvent ont pu jouer un rôle extrêmement important dans la capacité de se remettre en question, hein, pour faire repartir des casiers. Enfin, je ne vais pas vous raconter ça, j'en aurai pour une heure, mais c'est juste pour vous dire que bon, on a des liens qui existent encore aujourd'hui, où les gens me téléphonent en me disant, ben, grâce au casier qui fonctionne toujours, on tient mieux par rapport à certaines agressions ou à certains glissements par rapport notamment aux menées islamistes et autres. Eh bien, également des contacts à des niveaux de responsables du pays, mais du Sud, mais aussi du Nord. Et donc, je dis ça parce que l'histoire n'est pas terminée, c'est ça que je veux dire. Que ce que nous avons pu faire de bien ensemble, avec aussi sûrement des erreurs. Mon propos n'est pas de revenir sur ce qu'on a fait de bien, sur ce qu'on a loupé, etc. Mais naturellement, c'est des questions qui me taraudent. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire n'est pas terminée, que des contacts existent toujours, que attendons la suite. Hein. Cela dit, si on peut éviter ce genre de situation, c'est mieux. Et une des raisons, pour moi en tout cas, un des éléments de ma motivation, mais peut-être aussi une des raisons de la mission qui m'a été confiée, c'est à un moment où il y a encore un partenariat de qualité, nous pouvons le faire évoluer de telle manière que demain, nous ne soyons pas fragilisés par rapport à tous les aléas auxquels peuvent être confrontés les pays, mais au contraire,
que, à la fois en soutien de ces pays, mais également en défense de nos intérêts légitimes. Mais monsieur, vous n'avez aucun intérêt légitime dans aucun pays africain. Vous avez écouté ce que je disais, non? Comment est-ce qu'ils caressent eux-mêmes leurs actions en Afrique? Ils parlent de Barkhane comme étant un dommage. L'objectif de l'opération Barkhane était de mettre en place dans le Sahel un vaste réseau terroriste pour pouvoir contrôler les conflits dans le Sahel. C'était ça l'objectif de la mission Barkhane. Et pour ce faire, ils avaient besoin d'éliminer Kadhafi d'ailleurs, qui était le principal rempart de tout ça. Ce qui est arrivé maintenant, c'est que l'opération Barkhane a mis à jour des informations que nous n'avions pas sur la France. En l'occurrence ici, que ce sont eux qui financent le terrorisme en Afrique. Voilà ce que nous on a appris de l'opération Barkhane. Et c'est cette violence inouïe qu'a subi les pays de l'AES qui a créé des figures comme Assimi Goïta, le Abdourahmane Tchani ou encore Ibrahim Traoré. C'est la violence suite aux opérations Barkhane là. Maintenant qu'ils sont dégagés de ces trois pays et que leur influence chute à vue d'œil, tous les jours, ils parlent d'échecs, ils parlent de dommages. Ne vous y trompez pas une fois de plus. Ne vous y trompez pas. Il n'a jamais été question pour eux de finir avec le terrorisme. Non. Leur mission était de créer, d'alimenter, de financer et de maintenir ce terrorisme-là. Aujourd'hui, ils ne parlent d'échecs que parce que nous l'avons découvert. Si on n'avait pas découvert cette manigance, ils n'auraient jamais parlé d'échecs. Ils auraient parlé d'une mission réussie. Je dirais pas simplement réduire la menace terroriste, mais contribuer à ce qu'on n'était pas tout seul. Et il y a eu quand même, y compris avec ces pays, leurs armées, des partenaires, des moments vraiment, même si ça n'a pas eu de fruits pour le moment durables, un vrai travail en commun, hein, parfois même sous matière militaire, sous commandement d'officiers du pays. Mais on a contribué à ce que ces pays soient toujours des pays. Ça, si vous voulez, alors, c'est pas un échec. Alors, même si ce sont des pays qui aujourd'hui se cherchent, mais là, je reviens sur les temps longs, quoi. Et ça, je veux dire, ça existe. Et ça, quand vous discutez, y compris, je les rencontre encore à Paris, évidemment, puisqu'on ne va plus dans les pays en question en ce moment, ça s'est salué, même si c'est pas fait publiquement. Salué par qui? Dites, salué par qui? Menteur. Si ce n'est peut-être vos intendants soumis là. Salué par qui? Faut donner les noms. Vous m'écoutez l'hypocrisie? Il dit que c'est grâce à la France que les pays du Sahel sont encore des pays. Alors que ce sont eux qui ont tout fait pour pouvoir affaiblir ces pays-là en y mettant du terrorisme afin de contrôler le pays. Vous écoutez l'hypocrisie? Vous voyez à quel niveau ces gens nous prennent pour des idiots, non? Ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire que dans un certain nombre de pays, les populations, qui sont souvent d'ailleurs les premières victimes, ne l'oublions jamais, de tous ces dérapages, ces débordements, vous voyez bien, y compris d'ailleurs un certain nombre de responsables, j'imagine, s'ils veulent regarder lucidement la situation, ce qui se passe par rapport à ce qui a pu être promis ou rejeté sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'économie, hein, et sur le plan même parfois de l'exploitation ou la surexploitation, comme vous l'avez dit, du sol et du sous-sol. Une fois qu'on a dit ça, et je ne vais pas développer ce point-là ce matin, mais chaque pays est différent. Le Mali n'est pas le Niger, ni le Burkina. Le Burkina, moi, c'est le premier pays d'Afrique que j'ai découvert à 26 ans, sac au dos. Hein, quand j'allais de Ouagadougou à Bobo-Dioulassou, puis au nord de la Côte d'Ivoire en train, hein, et qu'ensuite, en taxi brousse, nous allions au contact, quoi. C'est un pays formidable, le Burkina, merveilleux, et qui aujourd'hui est confronté à des problèmes, enfin, vous voyez bien, la presse en fait l'écho, enfin, inimaginable. On m'aurait dit ça, je ne l'aurais pas cru. Voilà comment ils arrivent carrément à se dédouaner complètement de la situation en Afrique, expliquant que c'est uniquement de la faute des dirigeants que eux, ils traitent de dictateurs africains, bien évidemment, et de la faute des pays comme la Russie, la Chine, hein, et ils estiment que eux, ils ne sont responsables de rien du tout. Et leur hypocrisie peut aller comme ça très loin, hein. Comme j'ai dit, ils ont un fantasme comme ça dans leur tête d'une Afrique qui n'existe que dans leur tête, jusqu'à aller parler de l'espoir de retrouver l'Afrique comme c'était avant. Avant quoi? Avant qui? Quelle Afrique d'avant? Et puis il y a le Niger.
Alors là, je voudrais dire deux choses d'ailleurs qui sont sur le Mali et le Niger, qui sont pour moi un peu des facteurs d'espérance. Vous savez, on est dans le monde de l'immédiateté. Et souvent, et j'imagine c'est le cas avec les gens avec lesquels on en parle, on se dit, voilà, pauvre pays, mais bon, c'est l'Afrique. De toute façon, ça ne pouvait que mal se passer. Ouais, mais moi, j'ai connu un Mali, c'est vrai aussi pour les deux autres pays, mais j'ai connu un Mali, nous sommes au début des années 2000, où certes, il y avait des problèmes, de la pauvreté, une attente forte de la jeunesse, de l'émigration, de la tension nord-sud avec entre le sud, les Touaregs, avec souvent comment dirais-je, des combats, des accords de paix, etc. Mais qui à certains égards étaient salués en termes de bonne gouvernance, en termes de capacité, et je l'ai vécu vraiment sur le terrain, de voir des opportunités, y compris économiques, éducatives, de santé, bien utilisées, et où l'espoir était là. J'ai sillonné ce pays, je peux vous dire que, je me souviens, c'était l'époque où l'un de mes enfants, ma fille aînée, avec deux amis, sac au dos, et nous sommes dans le début des années 2000, on sillonnait le Mali. Ça existait cette époque. S'agissant du Niger, rappelez-vous tout ce que nous pouvions dire, à juste titre, sur tant sous Issoufou, le président Issoufou que le président Bazoum, des perspectives et des espérances. Moi, je me souviens de la venue du président Bazoum, je crois que c'était en novembre 2022 à Paris, où il y a eu une levée de fonds pour le développement du pays, qui avait toute une série d'indicateurs économiques positifs de 31 milliards d'euros, je cite le chiffre de mémoire. C'était il n'y a pas si longtemps. Et je pourrais également poursuivre sur le Burkina. Donc, pourquoi j'en tire un facteur d'espérance? Parce que je me dis que, voilà, il n'y a pas de fatalité intrinsèque à chacun de ces pays de ne pas pouvoir un jour repartir du bon pied, à partir évidemment de son génie propre, de ses choix propres. Donc voilà, gardons l'espérance et gardons le contact. Je ne sais pas si je dois qualifier ça de pervers, de diabolique, de maladie mentale, vraiment. Je ne sais pas comment qualifier ça, mais c'est très fourbe. Et quand vous l'écoutez parler comme ça peut être difficile de savoir s'il le fait par réelle conviction ou par manipulation. On dirait un psychotique qui est en train de massacrer une personne, mais dans sa tête, il est en train de préparer à manger pour sa famille. Voilà. C'est la meilleure image que j'ai de ça. C'est le sentiment que ce type m'évoque quand il parle. Il a même parlé de Bazoum, l'ancien président du Niger, comme étant un facteur d'espoir pour le pays à l'époque. On parle de 2022 ici. C'est-à-dire, c'est troublant. Vous comprenez la dangerosité de ces individus. C'est-à-dire, ils arrivent à se convaincre que le mal qu'ils font, c'est le bien. C'est un peu comme avec la promotion des plus ultras. Ils arrivent à faire passer quelque chose de mal pour un truc positif. C'est violent, hein? J'insiste. Ne jamais leur faire confiance. Jamais. Russie, Chine, Turquie. Évidemment, il y a deux sortes de compétiteurs. Et pour tout le monde, évidemment, l'Afrique est considérée comme une opportunité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je me souviens, je parlais de ma période ministère de la Coopération. J'ai évoqué la période plus récente, mais c'était il y a plus de 10 ans, du rapport l'Afrique et notre avenir. Déjà, à l'époque, l'émergence chinoise très forte était un sujet. Visiblement, l'Afrique est l'avenir de tout le monde, sauf des Africains. J'en ai un peu marre qu'on parle de l'Afrique et de ses opportunités en ignorant complètement les Africains et les populations qui y vivent. Mais c'est quand même nous qui vivons sur cette terre convoitée par tous. J'en ai marre qu'on parle de l'Afrique comme un futur paradis pour tous, mais un enfer quotidien pour les Africains. Mais j'en ai marre. J'en ai marre que tout le monde veuille venir en Afrique, mais qu'on pousse les populations africaines à sortir de leur continent en leur faisant comprendre qu'il n'y a aucun avenir pour eux sur leur propre terre. Mes chers présidents de nos pays, on doit faire quoi? Là, je m'adresse vraiment à nos dirigeants. On doit faire quoi afin d'être propriétaires de nos pays?
Faites-nous travailler, s'il vous plaît. Faites-nous travailler. Nous sommes des pays remplis de jeunes. Et on attend seulement qu'on nous dise quoi faire, c'est tout. Faites-nous travailler, même si c'est 12 heures par jour. Si cela permet d'être enfin dans une situation où on se respecte, on va travailler. C'est même quoi cette histoire que l'Afrique, c'est le paradis des Libanais, des Chinois, des Français, des Russes, des Indiens, des Coréens, des Japonais, des Américains, des Anglais, des Allemands et j'en passe. Mais cette même Afrique qui est le paradis des autres, la même Afrique-là que tout le monde convoite, c'est l'enfer des Camerounais, c'est l'enfer des Gabonais, c'est l'enfer des Ivoiriens, c'est l'enfer des Béninois, c'est l'enfer des Togolais et j'en passe. C'est l'enfer des Congolais même. Mais c'est même quoi? Non, mais à un moment, il faut être sérieux. On doit faire quoi pour enfin profiter de nos terres? On doit abattre qui? Montrez-nous l'ennemi, montrez-nous la personne qui vous dérange, qui nous dérange. Même si c'est avec les bâtons, on va aller combattre. C'est trop. C'est-à-dire, c'est à un niveau où ces gars prétendent que les pays africains leur demandent de rester, alors qu'ils sont chassés littéralement partout. Et ils ne discutent qu'avec leurs administrateurs territoriaux, jusqu'à signer des accords à la place des pays ou des dirigeants africains. Mais on l'a déjà vu. C'est le gouvernement français qui a signé la validation de l'opération Barkhane pour ensuite dire que c'était voulu par le Mali. C'est trop. On doit faire quoi pour récupérer nos terres? On doit faire quoi pour bien vivre chez nous? Dites-nous, on va faire. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est la deuxième chose. Les Chinois aussi savent s'adapter, savent évoluer. Bon, la compétition se poursuit. Mais aujourd'hui, ça n'est plus l'aveuglement. Et de temps en temps aussi, dans les discussions qu'on peut avoir avec des amis et partenaires africains, on entend dire, oui, mais vous, on connaît vos qualités, on connaît vos défauts, on a une histoire en commun qui est faite de tragédies, d'espérances, de moments forts, etc. Donc, voilà, restez. Vous, Français, vous, Européens, vous gardez une place, on fait la part des choses. Là aussi, on ne passe pas de l'ombre à la lumière. On va poursuivre et passer à la dernière phase de la vidéo avec l'illustration de la force militaire que peut déployer la France en Afrique pour ses propres intérêts, pour les intérêts de la France. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est mortellement dangereux pour nos pays d'avoir des bases militaires étrangères et des militaires étrangers sur nos territoires tout simplement. Votre rapport, Monsieur le Ministre, semble nous orienter vers une réduction drastique de nos forces prépositionnées au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Tchad. Parallèlement, un commandement pour l'Afrique est créé. Ces évolutions concernant nos forces armées s'inscrivent dans un contexte difficile. Au gré des coups d'État, nous avons dû nous retirer tour à tour du Mali, du Burkina Faso et du Niger, tout comme nos alliés américains, pour laisser la place à la Russie, déjà bien présente en Centrafrique. Notre présence recule, et avec elle, notre influence sur le continent, au contraire des Chinois, des Turcs, des Émiratis ou encore des Hongrois. Dans un tel contexte, un retrait aussi marqué est-il raisonnable et à quel objectif stratégique répond-il? Tout part de la question de cette dame. La vérité, la violence va venir de sa tentative d'y répondre tout en essayant de cacher quand même la vérité. Okay? On lui demande en gros si le fait de réduire les militaires français en Afrique ne va pas poser problème pour les intérêts de la France sur le continent. Parce que ça veut dire qu'il y aura moins de gens pour pouvoir globalement assurer leurs intérêts. Et voici sa réponse. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de soldats, c'est ce qu'on fait ensemble mieux et plus adapté aux attentes. Et ce message passe. Qu'il y ait à Port-Bouët, à Abidjan, le 43e BIMA avec 600 ou 700 personnels, voire beaucoup moins, je ne donnerai pas de chiffres. Mais de toute façon, les chiffres, ils sont sortis avant même que ma mission ne démarre. Mais moi, j'allais dire chaque fois, les chiffres, on va bâtir ensemble. Oubliez les chiffres, mais à l'arrivée, ce sera une baisse significative. Eh bien, quand je rencontre le président Ouattara, je lui dis, voilà, ce qui compte, c'est pas qu'il y ait telle ou telle centaine de soldats qui sont là traditionnellement, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble mieux, à partir d'un dispositif socle, à partir permanent, à partir de ce qu'on appelle une capacité d'entrée, en cas de nécessité, en cas d'attente du partenaire, que ce soit pour des exercices, que ce soit pour de la géométrie variable, en fonction également de la menace, en fonction des attentes, eh bien, c'est ça qui compte. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc, je pense que
un des, comment dirais-je, des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message, y compris d'ailleurs au niveau de l'institution militaire en France. Les critiques ont baissé, la compréhension est meilleure. Voilà la vérité qui est sortie. Lors de l'acte patriotique du CNSP au Niger, au milieu de 2023, il y a eu une mobilisation immédiate des militaires français en Côte d'Ivoire. Et il a donné le chiffre. C'était quel chiffre? 2000 soldats. 2000. Alors que la même France dit qu'officiellement, son pays n'a que 1000 soldats français en Côte d'Ivoire, ou n'avait à ce moment-là. Je ne connais pas les chiffres aujourd'hui. Peut-être c'est même beaucoup plus. Donc, la France a pu déployer le double des soldats qu'ils avaient annoncé avoir dans le pays. Ces 2000 soldats qu'ils avaient mobilisés en Côte d'Ivoire allaient faire quoi? Ils allaient faire la guerre au Niger pour rétablir leur ami dont il est nostalgique, Mohamed Bazoum. Vous comprenez l'ampleur de la menace? Nous sommes incapables de faire confiance aux chiffres qu'ils donnent. Et pire, ils peuvent à n'importe quel moment déclencher des guerres, des massacres sur nos territoires et le faire si vite, si spontanément, si efficacement que nos pays n'ont même pas le temps de réagir. Et paf, voilà comment un acte patriotique est complètement annihilé par des militaires étrangers et un autre soumis, choisi par la France, est déposé au pouvoir. Et puis paf, le rôle de ce gars, manger l'argent et faire ce qu'on lui demande. Point. Il ne doit poser aucune question et surtout, il ne doit jamais, jamais, au grand jamais, essayer de développer son pays. Voilà le danger le plus constant de ces militaires chez nous. Je ne parle même pas de toutes leurs exactions quotidiennes. Abus sexuels, torture, kidnapping, assassinat, financement du terrorisme et j'en passe. Je parle simplement de la capacité immédiate d'annihilation de tout projet civilisationnel de nos pays, de tout projet de développement de nos pays. Ils sont capables, ils ont le pouvoir, ils sont en mesure de pouvoir stopper ça rapidement, si vite que la population n'a même pas eu le temps de crier « youpi ». Concernant la République démocratique du Congo, évidemment, on n'est pas dans le champ de ma mission. Et donc, vous parliez de la stratégie de la France. Je pense que, cet énorme pays, plus grand pays francophone au monde, comme vous le savez, confronté à cette guerre sans fin, quelle est la stratégie africaine? Quelle est la stratégie de la sous-région? Quelle est la stratégie des pays concernés, ce pays, les pays voisins? Au fond, si on a un regard respectueux de l'indépendance de l'Afrique et de sa maîtrise de son destin, c'est la première question à poser. Sauf à considérer, avec un esprit post-colonial qui n'est celui d'aucun d'entre nous, que nous avons un rôle majeur à jouer. D'ailleurs, d'un point de vue humain et d'un point de vue empathique, c'est horrible. Écoutez même comment il est très hypocrite et menteur au sujet de la RDC. Il fait comme si il ne sait pas ce qui se passe, les problèmes viennent de l'espace. Toujours, comme je dis depuis le début, en train d'essayer entre eux de se convaincre que ce sont des gens bien. C'est-à-dire des criminels qui font des réunions entre eux, ensemble là, pour pouvoir ensemble se convaincre que ce ne sont pas des criminels et ils vont comme ça se juger entre eux et se valider entre eux. Mais bien sûr qu'ils vont se déclarer innocents. Vous avez déjà vu un criminel qui se déclare coupable et toujours, ces gars ne pouvaient pas faire leur audition sans se victimiser, sans prétendre que la France, voilà, combat la désinformation. Hein? Elle fait tout bien, la France fait tout correctement, mais les ennemis de la France veulent salir sa réputation. Toujours dans la victimisation, ces gars. Monsieur le ministre, je voudrais pour ma part vous interroger sur la stratégie de la France vis-à-vis de cette désinformation qui touche aussi notre action sur le continent. Comment peut-on établir durablement la confiance et renforcer notre crédibilité, non pas seulement avec les dirigeants, mais aussi auprès de l'ensemble des opinions publiques africaines? Je vous remercie. Cette démarche existe. Certains pays, d'ailleurs, on peut citer la Russie au hasard, mais il y en a d'autres, sont passés vraiment maîtres dans la capacité par tout moyen de désinformer, de manipuler, mais il y a également dans les pays eux-mêmes. Nous avons renforcé, y compris au niveau militaire, et je n'entrerai pas dans le détail,
nos capacités en matière influence, contre-influence, capacité de déjouer les fake news. Par exemple, je vous donne juste un exemple, les fameuses fausses communes de Gossy, on a prouvé le mensonge. Alors évidemment, c'est après coup. Hein, le mal a été fait, quoi. Et souvent, là, encore une fois, on est sur des travaux de fond qui ne sont pas qui ne sont pas simplement technologiques, hein, mais qui sont dans la relation qu'on peut avoir avec certains médias, les sociétés civiles, encourager ceux qui, en Afrique, essayent de faire en matière informationnelle un travail sérieux, un travail de fond. Pause. Quand il parle d'encourager les gens qui font un travail de fond, il fait référence aux gens que la France recrute en Afrique pour partager leur propagande, pour permettre la propagation de leur propagande, c'est tout. On leur donne un récit complètement fabriqué et ils se contentent de réciter ça comme ça ici. Il y a plein de gens comme ça sur les réseaux sociaux parce que la France recrute, je vous l'ai déjà dit ici, la France recrute. Et les gens que la France recrute, ce sont des désinformateurs en chaîne qui vont justement être chargés de dire le discours que la France voudra. Et ils sont payés pour ça. Donc tout cela, nous le faisons. Et on a aujourd'hui une capacité, y compris au niveau de nos armées et de nos outils, de vérifier comment dirais-je, la manière dont un certain nombre d'actes, de messages sont reçus. Et ce sont les gens qui ont de telles pratiques qui parlent de propagande des autres. C'est-à-dire quand l'hôpital se fout de la charité, je parlais des criminels, non? Des criminels qui se fâchent, les voleurs qui n'aiment pas être volés, des assassins qui n'aiment pas être assassinés. C'est les mêmes gens. C'est là qu'eux, ils parlent de justice. Ce qu'il vient de dire là, c'est une autre capacité des criminels. Ils se victimisent quand on les attrape. Ils vont parler de leur enfance difficile, de papa et maman qui se disputaient. Ils vont expliquer que voilà, c'était une pulsion incontrôlable et que ça vient de Dieu. Expliquer que c'est parce que la société les hait qu'ils ont fait ça et que s'ils n'avaient pas été haïs, ils n'auraient jamais fait ça. Ils vont toujours se victimiser. D'ailleurs, ça me fait penser récemment à Marine Le Pen qui a détourné des fonds, créé des emplois fictifs et elle sort du tribunal en disant que voilà, les gens au tribunal la détestent sans raison. Voilà. C'est ce qu'elle dit qu'elle n'a jamais vu une telle haine. Mais bien sûr, la même chose, c'est-à-dire les criminels systématiquement se victimisent. 5 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité requis contre Marine Le Pen. Ce réquisitoire vient d'être donné à l'instant au tribunal de Paris. Concrètement, ce qui est reproché au Rassemblement national, c'est le terme d'emploi fictif, c'est-à-dire d'avoir utilisé l'argent du Parlement européen pour embaucher des assistants parlementaires qui n'auraient occupé aucune fonction au sein de ce Parlement européen et auraient travaillé en parallèle pour le parti politique, ce qui est tout simplement interdit. Je pense encore une fois, une des parties qui démontre une volonté du parquet qui est celle en réalité de me priver, et même de priver les Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. En fait, c'est ça, l'objectif, c'est ça. On sent bien que tout ça avait peu d'intérêt pour le parquet. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Voilà, Marine Le Pen, pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique, avec exécution provisoire, et puis le Rassemblement national pour pouvoir ruiner le parti. Comment un réquisitoire politique, les termes employés étaient des termes politiques. Voilà. La haine, surtout exprimée par ces deux procureurs, était inouïe. J'ai jamais vu ça dans un fait pénal. Jamais. Vous parlez de haine, Madame Le Pen ? Et maintenant, ce qu'ils font dans ce Parlement-là, c'est la version juste de Marine Le Pen à grande échelle. Donc, pour eux, dans leur tête, ils font tout bien. Et ceux qui disent que ce sont des criminels sont des gens jaloux qui les détestent sans raison. Voilà. Et ils se persuadent comme ça entre eux de leur bon comportement et de leur victimisation. Voilà. Ils n'ont pas besoin d'autres gens. Ils font ça entre eux et ils sont tranquilles. Comment vous dire ? Il est certain que dès qu'il y a un temps électoral ou autre, dégage la France, ça fonctionne. Ça fonctionne parfois aussi sur une capacité habile de détourner un mécontentement vis-à-vis de dirigeants en place dans les pays. Bon, il faut aussi le savoir, quoi. Pas non plus qu'on soit constamment dans la repentance ou dans le sentiment que tout est de notre fait. Bon, voilà, quoi.
Je me souviens que Macron avait aussi dit un truc du genre. En même temps, ça ne doit pas m'étonner vu qu'ils ont été à la même école. Macron avait en gros dit que le fait de pointer la France du doigt là, c'est facile et que c'est pas normal et qu'ils ne doivent plus laisser ça. Je me rappelle, il avait dit ça. Et je crois que c'était en février 2023. Je vais retrouver l'extrait. Regardez, certains arrivent avec leurs armées ou leurs mercenaires ici et là. Au fond, beaucoup voudraient nous inciter à rentrer dans une compétition. En aucun cas, je ne laisserai le sacrifice de nos militaires être à nouveau entaché du même amalgame et en aucun cas, je ne laisserai se reproduire cette situation où, par un engrenage de déresponsabilisation et de substitution, la France devient le bouc émissaire idéal. Bon, maintenant j'ai une question. Est-ce que c'est alors faux? Même si certains instrumentalisent ça, est-ce que c'est faux? D'ailleurs, pour moi, c'est une bonne chose si c'est instrumentalisé, tant que ça fait bouger la France de nos pays. Elle doit prendre son indépendance et apprendre à se débrouiller seule. C'est pas pourquoi est-ce que la France ne veut pas s'en sortir, mais débrouille-toi! Et le gars, ce Bockel-là, veut nier le regard colonial qu'ils ont sur l'Afrique. Alors que la colonisation est encore d'actualité en Afrique et dans les dom-toms. Il veut nier la colonisation, ce type. Il veut nier la colonisation. Souvenez-vous de lui, il reviendra. Dans cette audition de Jean-Marie Bockel, il se contredit tout seul comme un grand. Preuve que c'est un gars qui dit souvent la vérité. En essayant de répondre à une question, il a prétendu qu'il n'y avait pas de militaires en grand nombre en Afrique. Alors qu'un peu avant, il a avoué qu'il y avait 2000 militaires français prêts à attaquer le Niger disponibles en Côte d'Ivoire. Parfois, quand vous discutez avec les gens en Afrique, déjà, ce qu'ils pensent, quand il y a parfois, je sais pas, 200 militaires, on continue à dire 3000, quoi. Enfin, je veux dire, donc, bon, on sent qu'il y a une sensibilité. Maintenant, on doit croire quelle version? Moi, je prends la version qu'il y avait 2000 militaires en Côte d'Ivoire prêts à attaquer le Niger. C'est ça que je garde. Vous devez savoir que beaucoup de militaires français viennent dans nos pays en se faisant passer pour des civils. Ils sont nombreux comme ça à le faire. Ils prétendent être là pour des raisons économiques, mais en fait, ce sont des gens extrêmement entraînés et prêts au combat. Et ils entrent comme ça en vague dans nos pays. Voilà, le danger il est omniprésent. Nos ennemis nous infiltrent de partout. Et c'est pour ça qu'il faut saluer et soutenir le travail de tous ceux qui participent aux difficiles batailles que nous menons. Et ce, à tous les niveaux. Absolument tous les niveaux. Il y a des combattants extrêmement actifs et extrêmement importants dont on ignore l'existence. Il faut aussi les remercier ceux-là dans l'ombre. Lorsque le rapport de ce Jean-Marie Bockel sera publié, je vais le chercher et on va le lire ensemble. Je vais vous présenter toute leur stratégie. Actuellement, il dit que c'est encore sous le cachet du secret d'État. Mais toutes les stratégies que ces gens vont faire, nous, on va pouvoir anticiper et les déjouer. Il n'y a rien que ces gars peuvent faire qui surprenne réellement les Africains qui ont étudié l'histoire. Rien. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'attends vos analyses et vos avis en commentaire. Vous avez souvent des points pertinents, des éléments pertinents que vous rajoutez en commentaire qui me permettent aussi de m'édifier ou alors d'aller me renseigner plus sur certains sujets. Je me ferai un plaisir de les lire. Je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo.